Alors, on va vous expliquer et vous rappeler ce que c'est qu'une installation de TMB méthanisation, qui est une usine qui se sépare en deux activités. La première activité qui est le tri mécano-biologique, qui consiste en fait à séparer les ordures ménagères classiques de la partie fermenticible, qui est la seule que l'on utilise réellement en méthanisation. Alors la méthanisation, c'est relativement simple. On met les ordures à pourrir dans des énormes conteneurs, dans des silos. On les laisse pendant 3 semaines et on les maintient en température et on active le phénomène de fermentation aussi par injection de gaz pour récupérer du biogaz. Alors ces immenses silos, il y en aura donc 6 qui seront installés à une vingtaine de mètres, 23 mètres je crois, on a mesuré, des premières entreprises. Merci, je cherchais le mot. 50 mètres des premières habitations. Mais alors, ce procédé-là, c'est un procédé qu'on nous décrit comme magique. Je passe la parole à Philippe. Oui, c'est magique. On prend notre poubelle, alors grise ou marron selon les cas, la poubelle d'ordures ménagères, dans laquelle on met... André est en train de vous sortir un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans ces qui viennent de mon sous-sol, je n'ai pas été faire les poubelles. Et qu'on retrouve dans cette poubelle mélangée avec de la salade, avec des épluchures de pommes de terre, avec un tas de choses qui effectivement on pourrait méthaniser. On fait le tri, vous n'avez à vous occuper de rien, vous avez juste à sortir votre poubelle. On fait le tri à l'arrivée avec un truc assez important. Il y a toutes sortes de trémies, c'est une grosse installation. Et de tout ça, on va sortir du méthane avec lequel on peut faire du courant, avec lequel on peut faire de l'énergie, du chauffage, et du compost pour l'agriculture. Les agriculteurs n'attendent que ça, ils sont prêts même à acheter ce compost. C'est vraiment extraordinaire. C'est un procédé absolument magique. Et c'est comme ça qu'on nous le présente. Il n'y a plus de problème. Le tri à la source, on n'en parle pas, c'est trop compliqué. Puis de toute façon, les habitants du 93, ils sont incapables de faire le tri à la source. Donc on récupère tout, on fait le tri et on vous sort des choses formidable. Oui, enfin on parle des habitants du 93, mais il ne faut pas oublier qu'on va aussi traiter une partie des ordures parisiennes, notamment celle du 19e et probablement une partie de celle du 20e. Mais les Parisiens ne sont pas meilleurs que les habitants du 93. Alors, l'art de la magie, c'est l'illusion. C'est formidable la magie parce que comme le digestat n'est issu que des restes de repas, de papier, etc., et que ça, on le traite en faisant de la méthanisation, mais que devient le reste? Alors c'est bien ça le problème, non seulement que devient le reste, mais y compris que devient ce digestat. Un peu plus, un tout petit peu de recyclage, on le voit sur la photo, beaucoup d'incinération, contrairement à ce que propose le Grenelle de l'environnement. On continuera à incinérer parce que ce qu'on sortira de la méthanisation, par exemple, ne pourra pas aller sur les terres agricoles, donc on continuera. Et énormément de mise en décharge, contrairement à ce qu'on dit. Il y a la plus grande partie des ordures, de ce qui restera, sera tout simplement, continuera à être mis en décharge. Donc la magie n'opère pas vraiment. Alors c'est une atteinte au respect de l'être humain parce qu'on nous met en danger, à savoir que 6 digesteurs à côté d'habitations et d'entreprises, ce sont des risques d'explosion, des risques d'incendie et des risques de pollution par, entre autres, des bactéries, des champignons, des invasions de mouches, donc pas de respect pour la population. Une atteinte à l'environnement pour les mêmes raisons, à savoir que tous ces produits qui échapperont de l'usine et tous les retours, ces fameux retours à la décharge et autres, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est contraire
au Grenelle de l'environnement, contrairement à ce qu'on nous présente. Et c'est aussi une atteinte à l'intérêt public, parce que ce sont des installations qui coûtent très cher. Celle de Romainville sera surdimensionnée, c'est-à-dire qu'elle sera plus importante que les réels besoins, ce qui veut dire qu'on nous amènera certainement des ordures qui viendront d'encore plus loin pour les traiter sur Romainville. Oui, parce que le problème de ces usines de méthanisation, c'est que lorsqu'il n'y a pas assez de fermenticides, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du volume en fermenticides. Et pour avoir ce volume, eh bien, il faudra le faire venir. Alors pour le moment, Romainville est pensé et conçu pour traiter les ordures de Paris 19e et une partie du 20e et de 22 communes du 93, mais peut-être que ça ne suffira pas. Parce qu'en plus, on va vous parler d'autres solutions, et je pense que actuellement le volume des ordures que nous produisons devrait réduire. Alors c'est pas un procédé, ce procédé, c'est pas un truc nouveau qu'on vient de sortir de son chapeau. Ça a plus de 30 ans d'existence. Donc on a une longue expérience de ce qu'est la méthanisation sur tri mécano-biologique. C'est utilisé entre autres en Allemagne et en Suisse depuis assez longtemps, et dans d'autres pays, au Danemark, je crois, c'est les premiers qui ont fait ça. En Espagne, pas mal d'expériences. Toutes, absolument toutes, sont désastreuses. Ça ne marche pas, ça coûte extrêmement cher, et finalement le résultat est nul, puisque la plupart des déchets, après ce procédé, retournent en fait en décharge. Oui, enfin, il faut dire la méthanisation, juste une petite chose, ça fonctionne sur des produits qui sont des produits connus. C'est-à-dire ça fonctionne sur des produits verts, sur des lisiers, sur des choses comme ça, mais sur des ordures ménagères, ce ne sont que des déboires. Et les déboires, on va vous en parler, notamment des odeurs insoutenables, des inquiétudes sanitaires graves, parce que le traitement de toutes ces évaporations de condensation, etc., qui seront rejetées dans l'atmosphère. On en parlera tout à l'heure à propos de l'affaire d'Angers, présente des risques importants. Et entre autres parce qu'on parle du méthane, mais on ne parle pas ou rarement du H2S. C'est le gaz l'hydrogène sulfuré, c'est le gaz des boules puantes, c'est le gaz des égoutiers, qui est un gaz qui pue énormément, même à faible dose, et qui est à forte dose, qui est même un gaz nuisible, extrêmement nuisible. Extrêmement dangereux. C'est le gaz qui a tué les sangliers sur les plages de Bretagne, le H2S. Alors des odeurs insoutenables, ça je crois qu'on vous en a parlé, des risques d'explosion et d'incendie. Alors les risques d'explosion, on nous dit que ça n'arrive jamais. Sur le papier, ça n'arrive jamais. Sur le papier. Hein. Il n'y a pas d'explosion sur le papier, ni d'incendie. Dans la réalité, les incendies, on en a des dizaines d'expériences. L'usine de Montpellier, c'est bien connu, un incendie en 2010, le 14 septembre 2010, mais après 11 incendies plus petits dans une seule année, sur la seule usine de Montpellier. Voilà. L'usine de Montpellier vient de reprendre son activité il y a très très peu de temps. Elle a été arrêtée très longtemps du fait de ces problèmes d'incendie et puis également des problèmes d'odeur où ils sont intervenus au niveau de la filtration, mais a priori, c'est pas concluant. En juillet 2008, c'est l'usine de Mons en Belgique. Ceux qui étaient là à la dernière réunion, il y avait un ami belge qui était là, qui nous a bien raconté ça. Cette usine brûle entièrement et elle n'est toujours pas remise en état aujourd'hui. Et puis, on a connu aussi récemment, le 22 avril 2012, l'usine de méthanisation de Fresnoy-Folny, qui se trouve en Seine-Maritime, a pris feu. Alors ça, c'est une usine de méthanisation de produits verts. Essentiellement, ce sont des produits agricoles. Il n'y a pas eu de problème personnel. Cette usine était en zone rurale. Par contre, l'incendie a été extrêmement difficile à maîtriser. Et ça a nécessité, pour une petite usine, 54 véhicules de pompiers. Notamment, le gros problème que les pompiers ont rencontré, c'est le traitement
de l'acide sulfurique. Il y avait un stockage d'acide sulfurique sur cette usine pour travailler le compost et puis le gaz. Alors, des explosions, là, on vous montre, c'est pas une explosion, ça c'est un éclatement quand on entend parler le futur constructeur de l'usine à côté, il ne nous parle pas d'explosion, il nous parle d'éclatement. C'est l'usine de la Corogne qui a explosé le 7 juin 2002. Il n'y a jamais d'explosion si on les écoute, en particulier Urbaser. Encore l'autre jour, au colloque qu'il y a eu à Romainville, il n'y a jamais eu d'explosion sur les usines de méthanisation. Vous voyez les photos. À Doggendorf, en Allemagne, le 16 décembre 2007, vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien les photos, c'est l'ensemble qui a explosé. Il y a eu 2 morts parmi le personnel. Heureusement, c'est en zone rurale, donc il n'y a pas eu de plus de dégâts personnels autour. Des dégâts humains. Mais imaginez un petit peu cette usine-là en pleine ville comme ils veulent le faire ici. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Sur la dernière photo, là, à droite, en bas à droite, vous avez le Digesta, le grand lac, qui s'est répandu sur les terres. Alors ici, il ne pourra pas se répandre parce que l'usine est complètement confinée. Le problème, c'est que l'usine qui est ici, elle n'aura pas de capacité de rétention. Et on se demande où va passer ce Digesta, ce liquide qui sortira de l'explosion du digesteur. Göttingen, le 21 janvier 2006, 11 morts. Alors encore à nouveau sur le personnel, puisqu'il n'y avait pas d'habitation autour, heureusement. Après 48 heures de fonctionnement. 48 heures de fonctionnement de l'usine. Alors vous voyez une belle réussite technique. Le digesteur qui est par terre à droite, là, il a été déplacé de plusieurs dizaines de mètres. C'est-à-dire qu'ici, le premier digesteur, il pourrait aussi bien se retrouver sur la salle qui est ici. Où vous êtes ce soir. Mais c'est pas une explosion, hein, faut pas croire. On a l'impression comme ça, mais il n'y a jamais eu d'explosion dans les usines de méthanisation. C'est ce qu'on nous raconte. Hein. Voilà la même usine vue sous un autre angle. On voit. Oui, enfin vous pouvez vous rendre compte de l'importance du site compte tenu de la taille des bonhommes par rapport au diamètre du digesteur. Alors un digestat toxique qui finit en décharge ou en incinération. Parce que actuellement, nous sommes régis par le digestat qui se transforme en compost après différentes successions de manipulations, correspond à la norme normalement NFU 44051. Cette norme est une norme française qui est maintenant pratiquement obsolète parce qu'elle va être remplacée par une norme européenne qui arrive dans quelques semaines ou mois. Et cette norme permet de retrouver jusqu'à 3 kg de verre, de petits grains de verre par mètre cube de compost, X kilos de plastique et également elle incorpore des métaux lourds dans le compost. Donc les agriculteurs ne veulent absolument pas du compost qui est produit selon cette norme pour étaler dans leur culture. Nous avons pris contact avec différentes chambres d'agriculture, notamment celle de l'Eure et puis celle d'Île-de-France, et ils ne veulent surtout pas entendre parler de compost provenant de traitement d'ordures ménagères. Les Suisses, les Allemands, les Anglais récemment ont interdit l'utilisation de ce soi-disant compost issu de la méthanisation sur TMB, leur utilisation sur les terres. Les agriculteurs nous disent que ça polluerait les terres pour des dizaines d'années, mais en France, il y a un lobby qui essaye actuellement d'obtenir une espèce de dérogation des normes européennes pour pouvoir continuer à épandre ce fameux compost issu du TMB, dont certains nous disent « mais non, il n'y a pas de problème, pour un peu, on en mangerait ». Et au colloque l'autre jour, on y a eu droit. Hein, des gens qui se présentent comme des techniciens nous ont dit que ce compost était tout à fait utilisable comme celui que vous feriez dans votre jardin. Alors, très mauvais résultats environnementaux, ça c'est malheureusement clair. On va pouvoir vous lire quelques petites informations qui ont été écrites par nos amis de province.
Alors, en ce qui concerne l'usine de TMB méthanisation d'Aubourg en Belgique, en 2001, on l'avait garanti sans odeur et nuisance par ses promoteurs. Au niveau des odeurs, disent les riverains, on en a marre des odeurs. On leur rappelle le beau tract qu'ils nous ont produit. Ni bruit, ni odeur, ni fumée. Venez chez nous, nous écrivent-ils. On ira dans les villages voisins, on s'arrêtera à un moment et vous irez sonner aux portes où vous voulez. On ne nous accusera pas de manipulation et les gens pourront vous dire l'enfer qu'ils vivent depuis 10 ans. C'est un scandale. Un scandale, ça ne doit pas se reproduire. Ça, c'est le collectif des bruyères, donc ce sont nos amis d'Aubourg en Belgique. L'usine de TMB méthanisation de Montpellier, qui a été achevée en 2008, garantie sans odeur et nuisance par ses promoteurs. Voilà ce que dit un rapport de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, une institution opinion sur rue. Les nuisances subies par les riverains, odeurs et présence de mouches peuvent conduire à s'interroger sur l'implantation de l'usine dans un environnement aussi urbanisé. Il est beaucoup moins urbanisé que celui de Romainville. Hein. L'usine de TMB méthanisation de Varennes-Jarcy en Essonne, vous pouvez y aller, c'est pas très loin de. En fait, c'est pas très loin d'ici. Nous y sommes allés. Alors c'est pas compliqué. Quand vous arrivez là-bas, si vous êtes perdu, vous demandez aux habitants où se trouve l'usine et ils vous répondent texto. Suivez l'odeur, vous la trouverez tout de suite. L'usine de TMB méthanisation de Fos-Marseille, qui a été achevée en 2010, garantie sans odeur et nuisance par les promoteurs toujours. L'odeur, parlons-en. L'odeur, franchement, tout le monde se plaint. Heureusement qu'il n'y a pas d'habitation, heureusement qu'il n'y a rien autour. C'est le procès-verbal d'une enquête publique supplémentaire du 28 novembre 2011. Alors, en ce qui concerne l'usine de méthanisation d'Angers, qui a été achevée en 2011, elle est très récente. C'est la dernière construite actuellement. Elle a bénéficié des dernières mises au point technologiques. Elle est sur 9 hectares, elle est beaucoup plus petite en tonnage que l'usine de Romainville qui sera à peu près sur 5 hectares. Donc au point de vue traitement des odeurs, il y a une unité de désodorisation équipée de 4 tours de lavage acide, d'étapes de dépoussiérage, de lavage des fumées. Ensuite, il y a un second étage qui est composé de biofiltres de dernière génération et enfin une filtration anti-odeur au charbon actif. Depuis septembre 2011, les nuisances autour du site sont ressenties dans un rayon de 2 km. Ce sont des odeurs pestilentielles et des invasions de mouches. Ça, c'est dans Ouest France du 31 mai 2012. Comme vous voyez, il n'y a pas de nuisance autour des usines de méthanisation sur TMB. Plus grave en ce qui concerne Angers, dans les Info Plus de Saint-Barthélemy d'Anjou où se trouve cette usine, les analyses de l'air effectuées aux abords de l'usine ont permis de détecter la présence de champignons, de moisissures et de bactéries au nom très compliqué et dont on ne sait pas quels peuvent être les effets sur la santé humaine dans la durée. C'est très inquiétant. Alors enfin, on a parlé des nuisances pour les riverains, on a parlé des dangers, mais il y a un autre problème majeur que soulève ce genre d'installation, c'est son coût social et son coût économique. Ce sont des installations très lourdes et très chères, qui seront, on l'a dit sur Romainville en plus, qui seront surdimensionnées et qui ne sont absolument pas évolutives. C'est-à-dire que si on arrive ensuite, une fois que ce type d'installation est construit, si on arrive, et c'est bien, on va en parler tout à l'heure, c'est bien une partie de notre objectif à favoriser, à faire en sorte que le tri à la source fonctionne, cette usine sera incapable de traiter les ordures triées qui arriveront. Parce que le système tel qu'il est prévu n'est fait que pour les ordures ménagères brutes mélangées. Donc ce ne sera en plus, c'est un truc qui ne sera absolument pas évolutif et qui donc
ne fonctionnera jamais correctement, ne produira jamais les choses pour lesquelles le fameux méthane et le compost, ça ne marchera pas, ça repartira en enfouissement. Par contre, l'usine, elle sera là, elle aura coûté quelques centaines de millions, parce que c'est par centaines de millions que ça se mesure. Les entreprises qui sont autour auront déménagé parce qu'elles ne pourront pas rester dans une atmosphère aussi pestilentielle. Les pavillons, les habitations des riverains auront perdu 30 à 40% de leur valeur, et encore on dit 30 à 40% à condition qu'ils arrivent à les vendre. À Montpellier, l'agglomération rachète les maisons des riverains à peu près à 40% de moins de leur valeur, pour ne pas avoir de problème avec les riverains. Sans parler forcément à terme de l'augmentation du coût du prix et des taxes sur les ordures ménagères, qui forcément seront payées par qui on sait. Ça rapportera à qui on sait, mais ça coûtera beaucoup aux collectivités, mais les collectivités, on sait finalement qui les finance. Oui, puis c'est aussi la destruction des projets de valorisation actuels de tout l'environnement du 93. Sur Pantin, le port de Pantin, sur Romainville, il y a plein de projets de construction prévus. Sur Bobigny, il y a l'éco-cité. Sur Noisy, il y a la ZAC de l'Ourcq. Sur Bondy, il y a également des logements le long du canal. Toute cette zone-là est une zone qui devait normalement évoluer avec l'évolution aussi des transports en commun, avec une nouvelle station de RER de métro à La Folie, la ligne tangentielle nord qui va s'arrêter également à La Folie. Enfin, toute cette zone devait complètement évoluer. On pense qu'avec la construction et la mise en service d'un tel équipement, ça va avoir une influence très très lourde sur ces projets. Alors, on voit bien à qui profite j'allais dire le crime, hein, c'est l'expression consacrée. Il y a des gens à qui ça peut rapporter beaucoup, ça. Par contre, il y a des gens à qui ça coûtera beaucoup. Alors nous, bien sûr, mais y compris les collectivités qui ont intérêt à... Pardon. Les collectivités qui auraient intérêt à... Alors la question vis-à-vis de nos élus. Il y a des élus, il y en a dans la salle ce soir, qui sont tout à fait, comment dire, sur nos positions et défavorables à ce projet. Mais il y a un certain nombre d'élus qui sont un peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils savent que ce projet n'est pas la panacée, qu'il n'a pas d'avenir, que c'est un projet expérimental, dangereux, on minimise un petit peu, mais qui est dangereux, qui est mauvais pour la santé et pour l'environnement. Ça a même été déclaré, excuse-moi, je t'interromps, ça a même été déclaré par le président, M. Rouault, qui est le président du CITOM, lors d'une réunion du SICTOM. Le SICTOM, c'est le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères. Il a reconnu que ce projet de Romainville était un projet expérimental à risque. Sauf que ces élus se pose un autre problème qui est le suivant. En gros, plusieurs nous ont dit quelque chose qui va dans le sens que je vais dire. En gros, voilà, on a 300 000 tonnes d'ordures à traiter. Pour l'instant, il n'y a pas de tri sélectif et personne ne s'est trop bousculé pour le mettre vraiment, pour le promouvoir, pour le mettre vraiment en place. Il y a même des freins parce que, évidemment, si on fait du tri sélectif, ça rapporte moins à l'arrivée. Ça coûte aux collectivités, mais ça rapporte moins à l'arrivée. On a 300 000 tonnes d'ordures à traiter. On ne peut plus les enfouir. On ne peut plus les incinérer. On n'a pas d'autre solution. On sait que ça pose des problèmes. Il y a des élus des Lilas ou des élus de Montreuil qui nous ont carrément dit « Bah oui, mais bon... c'est pas pour quelques riverains. Pour les ennuis de quelques riverains, évidemment, eux, ils ne sont pas dans le sens du vent. Hein. C'est pas pour les inconvénients pour quelques riverains qui vont nous arrêter, carrément. Hein. Sauf que nous disons aujourd'hui, après avoir, ça fait des mois maintenant qu'avec Arrivem, on étudie la question, qu'on en discute avec nos élus, nous disons aujourd'hui, il y a d'autres solutions. On ne les a jamais envisagées, en particulier... ça commence à frémir sur le tri sélectif, mais très mollement. Il y a plus d'effets d'annonce que de mesures concrètes. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, sur l'éducation, sur les écoles. Et en lien avec ce tri sélectif, on a des solutions qui permettent de traiter nos ordures ménagères d'une façon qui, effectivement, ne pollue pas,
qui coûte beaucoup moins cher et qui ne nuit pas aux riverains. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer. Qui sera conforme aux directives européennes et conforme au Grenelle de l'environnement, ce qui n'est pas du tout le cas de cette installation de TMB méthanisation qui est prévue à Romainville, qui ne correspond pas aux demandes de l'Europe ni du Grenelle de l'environnement. Voilà, donc la parole à des gens qui ont des propositions à faire. Voilà. On va se recentrer maintenant sur notre magnifique usine de tri mécanologique méthanisation à Romainville, après toute cette partie pédagogique et présentation d'autres exemples qui existent en Europe. Se recentrer donc sur notre usine avec une étude qui a été faite par le BET Horizon sur la quantité de déchets qu'on produit sur notre territoire. Leur analyse, qu'est-ce qui est matériaux secs, qu'est-ce qui est ordures ménagères résiduelles. Donc vous allez avoir tous les chiffres. C'est extrêmement important parce que c'est une base de départ qui va nous permettre de savoir après quel plan d'action on va pouvoir mettre en place. Si on veut mettre le tri, il faut déjà savoir quels sont les résultats existants aujourd'hui, comment on se classe et comment on pourrait arriver à le mettre en œuvre. Et puis, quel système de tri à mettre en place, un autre système de traitement. Enfin, voilà, c'est toute la logique qu'on va vous présenter. Ça marche ? Ah oui. Bon, voilà une petite présentation. On était venu effectivement le 14 mars déjà présenter un peu nos travaux d'analyse sur le dossier de demande d'autorisation de l'usine, sur la partie impact environnemental et études de danger. Mais il faut bien voir que dans ces dossiers de demande d'autorisation, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a la justification de l'opportunité du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, le SICTOM doit montrer qu'il est conforme aux objectifs de collecte sélective définis par la région ou par le Grenelle de l'environnement et montrer que le dimensionnement de son installation est conforme à ces objectifs. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de regarder. Alors on a essayé de le faire de la manière la plus pédagogique possible, puisqu'à travers notre intervention et dans les rapports qu'on a à la RIVEM, ce qui est important, c'est que, voilà, de pouvoir former les membres de la RIVEM à comprendre au mieux un peu les enjeux de la gestion des déchets sur le territoire. Et enfin, il y a une difficulté un peu à laquelle on a été confronté, c'est qu'actuellement, on vous propose une usine, voilà, 320 000, 315 000 tonnes. Pour autant, pour l'instant en tout cas, aucune présentation sur l'évolution de la collecte et pourquoi la justification de ces 320 000 tonnes. A priori, ça ne vous a pas été encore présenté. Donc voilà, c'est aussi une première contribution de la RIVEM pour le débat public qui est en cours, puisque c'est un point qu'il faudra bien aborder, de savoir, de justifier le dimensionnement de cette usine. Donc on va passer sur la première diapo et regarder un peu le processus. Voilà, de quelles informations on a besoin pour évaluer le dimensionnement de l'usine. Donc la première chose, c'est savoir d'où vont venir les déchets et quelles communes vont envoyer leurs ordures ménagères sur le site de Romainville. Alors dans le dossier de demande d'autorisation, on nous parlait de 19 communes et de plusieurs arrondissements parisiens. Lors de la dernière présentation qui a été réalisée par le SICTOM le 1er février, on est sur 22 communes du département du 93 et le 19e arrondissement. Et donc c'est sur ce territoire qu'on a marqué en vert là sur la carte, dont on a regardé un peu comment se passait la collecte des déchets aujourd'hui et comment elle était prévue d'évoluer dans les documents du SICTOM, pour enfin pouvoir déterminer quelle quantité d'ordures ménagères résiduelles à traiter. Pour autant, il y a quand même un paramètre qu'il faut bien regarder pour regarder l'évolution, jusqu'à quand on la regarde. Donc, au début, l'usine était prévue pour démarrer en 2013. Maintenant, le démarrage, la mise en service a été repoussée à 2015 avec les différentes péripéties qui sont arrivées.
Pour autant, on estime que la date réelle de mise en service, de fonctionnement à plein régime de l'usine se situerait plutôt vers 2017-2018, puisqu'il faut tenir en compte plusieurs choses. D'une part, il faut dépolluer le site, ce qui va prendre au moins 6 mois. Que Urbaser annonce qu'il y aura 34 mois de travaux, et travaux pendant lesquels le centre de transfert actuel va continuer à fonctionner. Donc vraiment un chantier difficile à gérer. Et enfin, il y a une période de test qui dure de 6 mois à 1 an sur les petites usines qui ont pour l'instant été construites en France, avant de lancer le fonctionnement à plein régime. Donc voilà, ce qui nous apporte quelque chose où on est à peu près dans les échéances 2017-2018. Et donc, on a regardé pour avoir une date un peu ronde et puis être conforme un peu avec les objectifs qui sont établis par la région. Du coup, qu'est-ce qui se passerait en 2020? Et donc, tous les chiffres qu'on va vous présenter sont à peu près à cette échelle de temps pour analyser l'évolution. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Le symptôme, il ne serait pas un peu erroné sur la mise au tarif? Et Pour regarder les canaux qui sortent, il y a du 18e, du 10e, du 20e. on répondra à toutes les questions après, parce que la phase question viendra à la fin. Mais je suis d'accord qu'effectivement, sur les chiffres qui sont présentés, on pourra avoir des choses plus précises qu'actuellement. On pourra y revenir après, en tout cas. Donc, quelques petites définitions. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement des ordures ménagères. C'est-à-dire, on ne va pas considérer ce qui est collecté comme encombrant, ce qui est collecté comme déchetterie, puisque c'est des déchets qui ne sont pas prévus pour aller dans l'usine de tri mécano-biologique. Et donc là, on se concentre vraiment juste sur le dimensionnement de l'usine de tri mécano-biologique. Donc uniquement les ordures ménagères, qui sont composées principalement de 2 flux. Donc tout ce qui a été collecté sélectivement, comme on l'a vu dans plusieurs présentations. Donc il y a 2 flux de collecte sélective ici sur le territoire, c'est-à-dire la collecte sélective du verre et puis les autres matériaux secs, papier, carton, plastique que l'on met dans nos poubelles. Et enfin, tout ce qu'on n'a pas collecté sélectivement, c'est ce qu'on va appeler ordures ménagères résiduelles, et c'est ça qui va alimenter le tri mécano-biologique. Donc actuellement, sur les 23 communes, plus le 19e arrondissement, ça représente 350 000 tonnes, à peu près de déchets d'ordures ménagères collectées, donc ordures ménagères résiduelles, et les collectes sélectives. La plupart de ces déchets ne viendront pas, en tout cas, de Est Ensemble, puisqu'on le voit, on a représenté un peu sur le graphique la proportion de déchets produits par chaque territoire. Et ces territoires ont la compétence en matière de collecte. Ce n'est pas le SICTOM qui vient collecter les déchets, c'est bien les communes. Et donc, il y a soit des communes qui sont indépendantes, celles qui sont en vert clair ont la compétence de la collecte des déchets individuellement dans chaque commune, ou certaines, comme dans Est Ensemble, ont décidé de se regrouper pour avoir une politique commune en matière de collecte des déchets. On va passer sur la suivante et un peu voir les résultats de cette collecte. Alors vous avez entendu beaucoup de taux de collecte sélective qui montaient supérieurs à 70%. À l'heure actuelle, sur le territoire, ici, on est à 10% de taux de collecte sélective. Donc 90% d'ordures ménagères résiduelles et bien sûr 0% de collecte des biodéchets. Alors on a comparé, Romainville n'est pas le territoire là qu'on vient de décrire, n'est pas différent. Enfin voilà, dans Paris, à l'intérieur de Paris, c'est pas parce qu'on est dans le 93 qu'on ne trie pas bien. La moyenne à peu près le taux de collecte sélective sur l'ensemble du territoire du SICTOM se situe aux alentours de 12%, et le territoire n'est pas particulièrement marqué par un taux de collecte sélective vraiment différent des autres. Par contre, effectivement, à l'extérieur de la région, quand on sort du cœur dense, on monte déjà un taux de collecte sélective qui est un peu supérieur, qui était à 16% en 2009. Voilà. Alors il y a des villes qui sont plus performantes. On a marqué Lille et Lorient, dont on a parlé tout à l'heure, où voilà, il y a des taux de collecte sélective qui montent à 26-41%. Et le territoire, en tout cas du SICTOM, est beaucoup plus comparable à une ville comme Marseille, qui a un taux de collecte sélective de 7%, et qui font partie, en tout cas, des collectivités en France qui ont le plus faible taux de collecte sélective. Alors deux choses, ça montre bien effectivement qu'il y a des difficultés sur le territoire à mettre en place le tri sélectif, mais ça montre aussi qu'il y a un fort potentiel d'augmentation. Alors comment c'est prévu pour évoluer?
Le SICTOM, lors du débat public à Ivry, puisqu'il n'y a pas qu'une seule usine de TMB en projet dans le cœur de l'agglomération, il y en a une deuxième à Ivry-sur-Seine, qui était dimensionnée à 490 000 tonnes, donc un projet encore plus colossal qu'ici, et sur le même principe, hein, tri mécanobiologique, méthanisation et compostage des ordures ménagères résiduelles. Donc dans ce débat public, en tout cas les chiffres que je vous présente sont vraiment les chiffres du SICTOM qui ont été présentés dans ce débat public pour justifier du dimensionnement des sites sur le territoire du SICTOM. Donc on va les prendre un peu un par un. Hein. Sur le nombre d'habitants, effectivement, bon, c'est plus 8,5% d'habitants en 12 ans, hein, entre 2008 et 2020. Des actions de prévention qui ont été prises en compte par le SICTOM, et effectivement, on va avoir une baisse du tonnage en 12 ans de moins 4%. Donc on verra après, on va critiquer un peu tous ces chiffres, mais il y a bien en tout cas une politique de prévention qui a été prise en compte par le SICTOM, même minime, et une très minime augmentation en tout cas qui est prévue pour les collectes sélectives, puisqu'il y a juste les collectes sélectives hors verre qui sont prévues pour augmenter, une augmentation de 5 kg par habitant qui n'apporte pas énormément de changements et qui ne montrait pas le taux de collecte sélective au-dessus de 20%. Mais en tout cas, si on prend tous ces paramètres et qu'on regarde ce que ça fait sur l'évolution des ordures ménagères résiduelles, ben, on voit qu'en 2008, on est à peu près là à 316 000 tonnes et que, bon an, mal an, en 2020, on arriverait à peu près à 290 000 tonnes de déchets collectés sur le territoire du bassin de commune de Romainville. L'usine, les ordures ménagères résiduelles, est prévue pour accueillir 315 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Donc, on peut voir déjà que même avec le scénario qui est développé à l'heure actuelle par le SICTOM, ou la projection en tout cas qu'il a fait sur l'évolution des collectes de déchets, l'usine est surdimensionnée. Il y a effectivement 25 000 tonnes de trop sur cette usine, qui représente à peu près quand même 100 000 habitants, à la production de 100 000 habitants sur le territoire. Donc, potentiellement, un agrandissement en tout cas du bassin de collecte. Alors, est-ce que ces objectifs qui ont été définis par le SICTOM sont compatibles avec les objectifs de la région, avec ce qui a été défini dans le Grenelle de l'environnement? Donc, on a mis sur la colonne sur le côté droit un scénario alternatif qui reprend un peu ces objectifs qui ont été définis soit par la région, soit par le Grenelle. Donc on n'a pas touché au nombre d'habitants, hein. Chacun pourra penser la justification. Nous, on a travaillé lors du débat public on a participé avec la Commission nationale du débat public, en tout cas à être mandaté pour faire une expertise sur les chiffres déjà fournis par le SICTOM. Voilà, on trouve que ce chiffre de plus 8,5% n'est pas correctement justifié, mais là on est en train de regarder surtout les objectifs de collecte, donc c'est un paramètre qu'on n'a pas touché. Donc dans les deux scénarios, il y a bien plus 8,5% d'habitants en 12 ans. Donc le premier paramètre, c'est la baisse du tonnage, c'est l'action de prévention. Le SICTOM n'a retenu effectivement que l'objectif du Grenelle qui dit en 5 ans, entre 2009 et 2014, on doit baisser de 7% par habitant le tonnage, en tout cas de déchets produits. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé, hein, en Ile-de-France depuis, si on regarde sur les 5 dernières années, on a bien effectivement une baisse de 6% de collecte par habitant. C'est un processus, je dirais, depuis le début des années 2000, où il y a une baisse quand même régulière des quantités de déchets collectés. Dans le scénario alternatif, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, les objectifs d'État ne vont jusqu'en 2014, mais nous, notre projet, il démarre beaucoup plus tard. Donc la prévention va se prolonger. Donc on a choisi de doubler effectivement cet objectif du Grenelle de l'environnement et de le poursuivre après 2014. Pour les collectes sélectives, il y a marqué plus 23 kg et plus 15 kg. Ils n'ont pas été choisis par hasard, c'est tout bonnement l'objectif qui a été défini par les élus de la région. La région est l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. C'est elle qui fixe les objectifs. Ce paramètre est très peu utilisé, en tout cas dans le débat actuel, on a très peu d'informations sur ce paramètre, mais effectivement le projet n'a pas été dimensionné sur les objectifs établis par la région.
le taux de collecte visé était beaucoup plus haut. Enfin, la performance sur la collecte sélective des cartons des professionnels. Parce que les ordures ménagères qui sont collectées, on a souvent l'impression que c'est, comme on dit ordures ménagères, ça ne vient que des ménages. Non, comme on l'a vu en Espagne, il y a effectivement beaucoup de professionnels qui sont collectés par le service public. En Ile-de-France, c'est à peu près 30% des déchets qui sont collectés par le service public deviennent d'administration, des marchés, des fêtes qu'on organise, des artisans, des commerçants, et qui, eux, ne sont pas pris en compte dans les objectifs, en tout cas, qui ont été définis par la région. Et pour autant, sur le territoire, à l'heure actuelle, il y a en tout cas 2 communes qui ont lancé de la collecte sélective des cartons des professionnels. Et donc, pour l'instant, c'est un objectif, en tout cas, qui n'existe pas. Et il y a un manque criant, en tout cas, d'action envers les professionnels collectés par le service public. Et enfin, une collecte sélective des biodéchets. Oui, parce que la région, quand elle a voté son plan en 2009, a décidé, effectivement, en validant le fait qu'il y aurait des TMB sur le territoire de l'Île-de-France, il n'y aura pas de collecte sélective des biodéchets. On ne va pas faire de la collecte sélective des biodéchets si, par ailleurs, j'ai l'intention de faire du compost avec le TMB. Pour autant, la loi Grenelle a été votée. Maintenant, il y a une obligation pour les gros producteurs de biodéchets qui va s'étaler de 2012 jusqu'à 2016, où chaque année, on va monter un peu le seuil, prendre de plus en plus de gros producteurs de biodéchets. C'est une obligation légale que Est Ensemble devra mettre en œuvre, comme l'ensemble des collectivités en charge de la collecte. Alors pourquoi on a choisi 33 kg par habitant ? On avait 2 sources d'information et elles sont faibles. Hein. Les études commencent presque à peine sur la région Île-de-France. Donc on a une étude qui a été réalisée par le CICTOM et qui dit qu'à court et moyen terme, on est capable de collecter 12 kg par habitant. Et enfin, il y a une deuxième usine, puisque comme vous le savez, il y a un projet de méthanisation de biodéchets au Blanc-Ménil qui a été réalisé par les communes qui sont chargées d'approvisionner en tout cas ce futur équipement et qui parle plutôt de 33 kg par habitant. Voilà, donc du coup, on a, bon, en tout cas, ce qui est présenté là et le chiffrage a été fait avec ça. Mais les données sur lesquelles on peut se baser, en tout cas pour l'instant, ne sont pas très robustes pour déterminer quel peut être l'objectif potentiel réalisable par les collectivités. Donc effectivement, mais comme on l'a vu, plus on collecte sélectivement, moins on a d'ordures ménagères résiduelles. Donc dans le cas du scénario du CICTOM, on est plus proche des 300 000 tonnes, alors que dans l'autre cas, on est plus proche des 200 000 tonnes collectées. Et effectivement, c'est le taux de collecte sélective qui va faire la différence. Et donc on n'est pas dans des taux ahurissants, hein, comme les performances qu'on a pu voir en Italie ou en Espagne, où on se situe à 70%. Non, là, dans le scénario alternatif, qui montre qu'à 35% de taux de collecte sélective seulement, on a déjà un immense surdimensionnement, là par contre, de l'usine de TMB. Alors, un petit rappel un peu de comment ça fonctionne, cette usine de tri mécano-biologique, et où vont aller les déchets. Parce que malheureusement, souvent dans la presse, et pour avoir discuté avec des journalistes sur ce projet de Romainville, on nous dit régulièrement, mais de toute façon, tout va être traité à Romainville. Et c'est bien comme ça, enfin, même lors de la réunion du 1er février, les commentaires dans la presse qu'on peut lire, c'est un projet, tout va être traité à Romainville. Non, le tri mécano-biologique, on ne traite pas tout. Hein. La première étape, effectivement, c'est quand même une séparation de ce qui est fermenticible. Et c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement les biodéchets, mais c'est aussi le carton. Hein. Le carton a un fort pouvoir méthanogène. Donc, il ne faudrait pas trop le collecter sélectivement parce qu'on veut le faire passer dans la méthanisation. Mais on voit en tout cas bien sur le graphique qu'une des choses qui sort, c'est le compost. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce compost ? Donc, en tout cas, je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus parce que le bilan environnemental, comme on le voit un peu sur le camembert à côté, voilà, 40% au final des déchets iraient dans cette filière compost. Et donc, est-ce que c'est 40% qu'on va considérer comme compost ou est-ce que c'est 40% de déchets qui vont retourner finalement en décharge ? Alors, il y a de lourdes discussions au niveau européen actuellement et on va avoir les réponses, une nouvelle réglementation en tout cas qui est prévue pour être votée par le Parlement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
donc dans un instant, enfin dans une période en tout cas très courte par rapport à l'évolution du projet de Romainville. Et pour l'instant, en tout cas, tout laisse à penser qu'effectivement, ça va être validé le fait qu'on ne peut faire du compost qu'à partir, si on a fait une collecte sélective des biodéchets avant. Donc ça remet en cause un peu effectivement ce bilan environnemental de l'usine. Donc où est-ce que vont aller ces déchets? Donc pour ce qui est, là sur le graphique, on a réuni, on a fait effectivement comme si le compost allait aller en décharge, pour montrer une chose importante, c'est que, contrairement à ce qui est dit, on ne va pas réduire fortement les quantités de déchets envoyés en décharge avant, c'est-à-dire par rapport à la situation maintenant et la situation si jamais ce projet se faisait. Non, il y a de fortes chances que le compost aille totalement en décharge, et dans ces cas-là, on aurait une réduction en 2020 uniquement de 6% des déchets allant en décharge, et pas comme nous le demande l'objectif du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire en 2015, d'avoir déjà une réduction de moins 15% des déchets envoyés en décharge. Non, en 2020, avec ce projet-là, on a de fortes chances de ne pas atteindre cet objectif. Alors il ne faut pas négliger effectivement que la partie intéressante du tri mécano-biologique, c'est-à-dire quand même de pouvoir, on ne peut pas dire que c'est les mêmes types de déchets qui seront mis en décharge. Une fois les déchets compostés, on a quand même une matière stabilisée. On a retiré les métaux qu'on pouvait dessus. Donc voilà, c'est vraiment plus du tout le même type de déchet. C'est pas un déchet brut que je mets en décharge. Il y a quand même eu une évolution non négligeable. Et donc du coup, on arrive quand même à des réductions, en tout cas sur la partie incinération, ou ce qui est envoyé en décharge, de 6 et 45%. Voilà, j'étais un peu rapide, essayer d'aller sur les données essentielles. Une petite autre chose aussi, si j'ai encore un peu de temps, ce que je voulais vous montrer par rapport à la situation 2010, voilà, c'est la carte d'après, la situation 2010, parce que va se poser le territoire, en tout cas tel qu'il est organisé actuellement, tous les déchets ne vont pas dans le centre de transfert de Romainville. Par exemple, on a les communes de Gagny et Pavillon-sous-Bois qui envoient leurs déchets sur l'incinérateur de Saint-Thibault-les-Vignes. Demain, ces déchets sont prévus pour aller sur le tri mécano-biologique. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer dans l'incinérateur de Saint-Thibault-les-Vignes? On a quand même un équipement qui est en fonctionnement, avec une collectivité qui reçoit des déchets depuis plus de 10 ans de territoire du SICTOM. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, dans les projets, c'est ce qui est un peu regrettable dans les projets du SICTOM, c'est-à-dire que ces usines d'incinération qui reçoivent des déchets, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des vides de four? Est-ce qu'il faut fermer ces usines si on construit l'usine de tri mécano-biologique? Ou est-ce que ces usines vont du coup aller chercher plus loin d'autres déchets? Voilà, des questions qui se posent et qui seraient intéressantes, en tout cas, vu la proximité des communes sur notre territoire et les faibles distances qui séparent les différents sites de traitement, de pouvoir avoir une politique de mutualisation des moyens et d'abord d'utiliser l'existant au maximum, le temps de pouvoir développer les collectes sélectives et d'avoir le meilleur dimensionnement possible sur nos nouveaux équipements. Cette dernière partie sur les usines existantes permet de rebondir sur le fait que quand on nous dit si l'usine ne se fait pas, très bien, mais ça sera Naples ici. Bon, la preuve que non. Et le deuxième point, je pense que ce qu'on a voulu faire, c'était gratter un petit peu cette plaquette commerciale qu'on nous a présentée depuis le début, en nous disant, nous, on a la solution pour faire disparaître la mise en décharge et l'incinération. Bon, c'est totalement faux. On a les chiffres qui le prouvent. Et on a donc voulu réfléchir à... toujours dans la recherche de solutions, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre sans dépenser ces centaines de millions d'euros qui, au final, finiront malgré tout en décharge et en incinération? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Bon, déjà, on a développé volontairement toute cette partie tri à la source en premier point, parce que c'est vraiment la première démarche à lancer. Il restera toujours des restes de déchets qui seront à traiter le moins possible
C'est l'objectif. Et quel type de traitement peut permettre justement de ne pas être en confrontation avec le tri à la source, hein, parce que l'usine qu'ils veulent faire ici, il ne sera pas question de faire le tri des biodéchets, parce qu'après, ils en ont besoin. Donc c'est en totale opposition. Donc quel est le système de traitement qui déjà n'a pas besoin de marcher à plein tube pour marcher correctement, parce que c'est le problème des incinérateurs, de l'usine qu'ils veulent faire ici. Si on ne les remplit pas à fond, elles ne marchent pas. Donc il faut qu'elles marchent à fond. Donc si vous faites le tri à la source et qu'il y ait moins à manger pour l'usine, eh ben, il y a conflit. Donc il nous faut une usine qui soit souple dans son fonctionnement, qui soit donc en adéquation avec un développement du tri à la source. Et donc c'est tout ce plan d'action du début jusqu'à la fin sur lequel on a voulu réfléchir. Donc, je vais passer la parole à Véronique Cochard de l'ARIVEM, qui va vous présenter le plan d'action de l'ARIVEM qui a été élaboré suite aux chiffres que vous venez de voir et au travail du BET Horizon. Bonsoir. Vous avez entendu tout au long de cette soirée les retours d'expérience présentés par les différents intervenants et qui démontrent qu'il y a d'autres méthodes de traitement des déchets. Et c'est tout simplement ces méthodes que nous proposons de dupliquer et qui ont déjà largement été pratiquées par certaines villes françaises comme Lorient, Calais, Lille, mais beaucoup d'autres villes européennes qui pratiquent déjà ces méthodes de traitement. Donc on va vous les détailler, sachant que ça consiste à une collecte sélective poussée sur le territoire, des unités de traitement adaptées à la collecte sélective, respectueuses de l'environnement et surtout de l'intégrité des riverains. Donc notre logique et celle d'autres communautés de communes est de faire un traitement des déchets cohérent de A à Z en comportant trois étapes dupliquées par filière de traitement en fait. Donc la première étape, c'est le tri ou la collecte sélective qui doit être poussée, rigoureuse pour être efficace. Deuxième étape, l'usine de traitement. On verra qu'elle est différente dans chaque filière. Et troisième étape, les débouchés. L'objectif étant de valoriser les déchets. Aujourd'hui, la solution qui est proposée ne valorise pas, au contraire, après traitement, dans une usine coûteuse, la majorité des déchets vont retourner en décharge. Donc, trois types de déchets différents en fonction de la filière qui est concernée. Trois logiques de traitement distincts. Une pour un traitement pour les matériaux secs. Là, on retrouve les plastiques, verre, papier, carton, métaux. Un traitement pour les biodéchets, c'est ce qu'on va instaurer, qui n'existe pas aujourd'hui, qui concerne là l'industrie alimentaire, la restauration, les marchés, mais on verra ça dans le détail. Et les ordures ménagères résiduelles, qui est donc, comme son nom l'indique, tout ce qui n'a pas pu être traité. Trois usines de traitement au lieu d'une, et sur certainement des sites différents. C'est plus simple, plus efficace, moins coûteux, et on verra que c'est mutualisable. Première filière, les matériaux secs. Là, c'est très schématiquement, donc on reprend le tri sélectif, l'usine de traitement de matériaux secs et les débouchés. La collecte sélective, vous la connaissez, elle est pratiquée depuis de nombreuses années dans nos communes. Pour la plupart d'entre nous, c'est la poubelle bleue ou verte pour le verre. Mais elle n'est pas encore faite de façon assez rigoureuse. Donc il y a encore des efforts à faire sur cette collecte, notamment de la part des collectivités locales qui doivent pouvoir faire un effort à leur propre niveau pour les déchets qu'ils produisent. J'ai oublié que j'avais le... Et donc pour ces matériaux secs, nous proposons de transformer le centre de tri de Romainville existant en un centre d'éclatement des matériaux secs, HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains. Ce centre d'éclatement permettra de différencier donc, les types de matériaux, carton, papier, et de les packager pour par la suite les transporter via des péniches. Donc,
on sollicite, enfin, on propose, comme le fait le SICTOM d'ailleurs avec les déchets qui seront issus de l'usine de méthanisation, sauf que ce que propose le SICTOM, c'est de transporter en péniche des déchets avec une odeur, enfin dégageant une odeur nauséabonde, alors que là, nous proposons de transporter des déchets secs. Et ça a d'autant plus d'intérêt qu'il existe un accès entre l'usine et le port de Bobigny. Et d'autre part, les centres de recyclage de ces matériaux secs inertes sont dans la région, enfin beaucoup sont dans la région de Rouen. Et donc il est très facile d'accéder via le canal à la Seine et à Rouen. Voilà, donc c'est logique, cohérent et à transformer. Donc là, schématiquement, enfin en résumé, pour les matériaux secs, une collecte sélective des matériaux secs, transport vers l'usine d'éclatement de Romainville, puis par transport fluvial vers l'usine de recyclage. Les biodéchets, alors là c'est la collecte nouvelle que nous demandons d'instaurer. Ils vont permettre de trier, d'exploiter les déchets produits par l'industrie alimentaire, par la restauration, que ce soit la petite restauration, mais également les cantines de nos collectivités locales, des écoles, des lycées, collèges, les déchets laissés par les marchés, à la fin des marchés. Tout cela, et bien entendu les restes de repas des riverains, pour ceux qui ne pourront pas faire de composteur. Et donc tous ces déchets devront être collectés par nos communes et être traités dans une usine qui sera créée à cet effet. Et nous verrons que les débouchés produiront un compost beaucoup plus valorisé que ce qui existe aujourd'hui. Donc la collecte sélective. La première, l'action la plus simple serait déjà que chacun d'entre nous et chaque riverain disposant d'un jardin opte pour un composteur. Ça, c'est très facile. Il suffit d'appeler sa mairie. Maintenant, c'est carrément Est Ensemble. Un numéro figure sur le site d'Est Ensemble. Il est facile pour une dizaine d'euros d'accéder à un composteur et de réaliser son compost tout seul. C'est de nouvelles habitudes à prendre. Comme on débarrasse la table, on trie les restes de repas, en dehors de la viande notamment. Et lorsqu'on prépare le repas, eh bien on met de côté les épluchures, on met de côté le sopalin, le marc de café, les filtres à café. Enfin, voilà, des éléments comme ça qui pèsent dans les poubelles et qui finalement sont très facilement destructibles et qui vont enrichir vos jardins, plutôt que d'aller acheter l'équivalent chez une grande surface de jardinage. Et puis pour ceux qui n'ont pas de jardin, eh bien, il y a la solution du lombi-compost. Voilà, il faut franchir le pas et vous verrez que c'est très valorisant pour soi aussi de ne plus jeter dans la poubelle et de voir que ça se décompose sous nos yeux. Parallèlement à ça, il faut absolument que Est Ensemble et le SICTOM créent, les communes, du moins avec Est Ensemble, créent une collecte nouvelle en distribuant des poubelles nouvelles et en faisant en sorte que tout ce qui est produit par les restaurations donc des collectivités, des écoles, des lycées, puisse être ramassé quotidiennement ou plusieurs fois par semaine et destiné à une usine de traitement réalisée pour cela spécifiquement. Alors l'usine, il existe plusieurs types d'usines. Pour l'instant, nous proposons une usine de méthanisation qui est différente de celle qu'on veut réaliser à Romainville, puisque là, on ne traite que les biodéchets. Donc il n'y a plus de pollution. Les biodéchets ne sont pas souillés par des solvants, par du verre cassé, etc. Cette usine permet de produire un compost pur de qualité,
en fonctionnant sur le même principe que ce qui vous a été présenté, c'est-à-dire que la matière va être entreposée dans des digesteurs, pourrir pendant 21 jours à une température de 55 degrés et voilà, et donc produire un compost de qualité qui pourra être ensuite... Alors la particularité, c'est qu'il faut qu'elle soit au moins à 1 km de toute habitation pour pour éviter les risques industriels et éviter les nuisances, ne pas subir les nuisances olfactives. Donc ça, c'est vraiment la mesure à respecter. Et ce compost de qualité, c'est vraiment le tri à la source qui va permettre d'avoir ce compost de qualité, valoriser le tri sélectif. Donc là, les débouchés, ils sont certains, ils produisent, le compost sain sera accepté par les agriculteurs, par les horticulteurs, et parallèlement, cette usine de méthanisation peut produire un gaz valorisable qui pourrait permettre aux camions de poubelle de fonctionner. C'est un exemple parmi d'autres. Donc en résumé, collecte sélective, acheminement vers une usine de méthanisation et production d'un compost pur. Alors, parallèlement à ça, on a été informé de différentes expériences, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le film, expériences de compost en pied d'immeuble. Alors là, il y a une erreur sur le slide. Paris, c'est la ville de Paris qui a fait une expérience avenue de Flandre et qui a mis à disposition des habitants des bacs à biodéchets. Et ce qui a été très positif, puisque ça a été largement suivi par les habitants, mais tellement suivi que les bacs ont fini par déborder parce que le point négatif est que le débouché, le traitement n'avait pas été anticipé ou organisé. Et donc, on se retrouve avec des habitants qui vont tout de suite jouer le jeu, mais derrière, incapacité d'exploiter ce compost. Donc il y a une nécessité urgente pour que le SITCOM crée un partenariat avec des agriculteurs, les chambres d'agriculture, pour créer des usines qui permettent d'utiliser ce compost que les Parisiens ou les Romainvillois, Pantinois, Noiséens sont prêts à créer. Et donc l'usine de méthanisation que nous proposons pourra produire pour ces agriculteurs et c'est donc nécessaire dès maintenant de conclure ce partenariat. Ordures ménagères, c'est donc le troisième volet, troisième filière. Ce sont donc les ordures qui n'ont pas pu être triées. Vous avez l'habitude de les déposer dans vos poubelles grises, parfois à couvercle orange. Là aussi, donc on propose un tri sélectif, une usine de traitement spécifiquement dédiée et des débouchés qui seront plus valorisés. Collecte sélective, donc c'est simplement veiller à ne pas souiller les autres tris, notamment le tri des matières inertes. Donc bien veiller à jeter dans cette poubelle ce qui ne convient pas aux autres poubelles. Et là, une des solutions serait une usine de stabilisation qui permet à la fois de supprimer une partie du gaz et du jus que dégagent ces ordures, et ce qui permet d'avoir un déchet stabilisé qui ensuite devra être, alors là aussi à moins d'1 kilomètre pour éviter les nuisances, 1 kilomètre de toute habitation. Et donc ce produit stabilisé, malheureusement finira soit en enfouissement, soit en incinération. Mais le fait en amont d'avoir fait ce tri sélectif, d'avoir trié à la source, va diminuer grandement au fil des années les tonnes, les volumes d'ordures à incinérer ou enfouir. Voilà. Et ce qui permet de respecter les exigences environnementales, tant du Grenelle de l'environnement que des mesures européennes.
Donc là aussi, schéma de résumé du process, une collecte des ordures ménagères acheminée vers une usine de stabilisation qu'il semble nécessaire d'accoler à une décharge pour éviter un transport supplémentaire et qui permet de respecter donc, le Grenelle et les mesures européennes. Là, c'est un petit peu redondant avec ce que vous a présenté tout à l'heure le BET Horizon, mais on vous présente schématiquement, sous forme de camembert, quel serait l'impact du dispositif que nous souhaitons mettre en œuvre. Le projet actuel présenté par le SICTOM, d'une part, ne permet aucune valorisation organique. Donc, les biodéchets, le fermentescible, on oublie. Le recyclage, alors je recherche les pourcentages. 16% de déchets seraient recyclés, 55% partiraient en décharge et 29% en incinération. C'est-à-dire qu'à peu près 84% des ordures seront soit enfouies ou incinérées. Avec le projet des riverains que nous avons présenté schématiquement, on valorise là les matières organiques à hauteur de 11%. Le recyclage passerait à 27 au lieu de 16. La mise en décharge baisse à 29% et l'incinération baisse à 32%. Donc serait de 32% contre 29% avec le projet actuel. Ça, c'était une projection en 2020. En 2030, on voit que le tri à la source a un impact encore plus important, puisque là, la valorisation organique atteint 25%, le recyclage 35%, la mise en décharge baisse à 19% et l'incinération à 21%. Voilà. Et on se rapproche des exigences du Grenelle de l'environnement. Impact sur les riverains du projet actuel, donc on le sait, principalement des nuisances olfactives fortes. La question est posée de combien de victimes en cas d'accident, puisque nous sommes dans une zone urbaine intense. Impact sanitaire, sachant que des microparticules sont dégagées et que des champignons aussi sont constatés. D'évaluation du patrimoine du fait des nuisances olfactives. Et destruction des projets de valorisation locale. On sait qu'à Pantin, à Romainville, des écoquartiers sont en projet, qui sont plutôt satisfaisants. Et avec cette usine à côté, ces projets ne peuvent pas aboutir. Pour le projet des riverains, puisqu'on ne traite plus d'ordures générant de nuisances à Romainville, eh bien, il n'y a pas d'impact, il n'y a ni nuisance, ni impact sanitaire, ni risque vital, ni atteinte au patrimoine, ni sacrifice des projets locaux. Et en priorité, on protège l'être humain. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on attend de chacun de nous, et d'Est Ensemble et du SICTOM? Le développement du tri à la source. Donc, on attend d'Est Ensemble le développement du tri à la source. Des matériaux secs, cela existe, mais ça mérite d'être développé, d'être perfectionné, et de la matière fermentescible, des biodéchets qui n'existent pas. Faciliter le geste de tri pour les riverains, donc en intégrant de nouvelles poubelles, mais surtout en vous proposant des composteurs, en vous proposant des lombicomposts, et puis des campagnes d'information, vous permettre de savoir utiliser ces nouveaux outils. Une redevance incitative et qui notamment permettrait d'être exonéré de taxes en cas si on justifie faire du compostage ou lombricompostage. Un plan de prévention des déchets, donc là on est plus sur la prévention, donc avec le lombricomposteur et le composteur. Mais également en communiquant sur les gestes que l'on peut faire pour prévenir et générer moins de déchets. Et un plan de collecte bien fait à la base, puisque ça, ce sont les communes qui en ont la responsabilité.
organiser des jours de collecte fixes, harmoniser les couleurs de poubelle, parce que lorsqu'on passe d'une commune à une autre, les couleurs ne sont plus les mêmes. On travaille ou on vit à Paris, voilà, on est perdu parce que les couleurs, les références ne sont plus les mêmes. Et respecter l'acte citoyen en veillant à ce que l'entreprise responsable de la collecte ne mélange pas les déchets, puisqu'on a tous été témoins de mélange. On peut, dans certains cas, veiller à bien réaliser le tri, et puis finalement on s'aperçoit que c'est mélangé, que tous les tris, enfin, les différentes poubelles sont finalement mélangées entre elles. Voilà. Ce qu'on attend du SICTOM, des unités de traitement des déchets favorisant la protection de l'environnement, donc la création de ces usines spécifiques par filière, donc des unités de traitement préservant l'intégrité, la santé et le confort des riverains, respect du principe de précaution et de la distance de sécurité. Alors, il faut impérativement qu'un travail soit mené avec cet ensemble, d'une part pour harmoniser les collectes et les traitements de déchets. Plus on harmonisera et plus on générera aussi une économie. Et puis sensibiliser aux problèmes, enfin, avoir un plan d'action commun pour sensibiliser les habitants, les écoles, les enfants à travers des actions dans les écoles, mais également les dirigeants d'écoles, de collèges, de lycées. Et puis voilà, accompagner les riverains dans l'utilisation des composteurs. Et puis un autre élément très important, travailler avec les autres syndicats de gestion des déchets, puisque avec Horizon nous a alerté sur le fait que beaucoup d'usines étaient surdimensionnées. On a vu que celle qui est prévue à Romainville allait l'être dès le départ. Et finalement, pourquoi ne pas utiliser les usines existantes? Elles sont sous-exploitées, surdimensionnées, et il suffirait que si les différents syndicats ayant en charge ces unités se parlaient, étaient cohérents entre eux, on pourrait dispatcher nos ordures sur ces différents sites et donc mutualiser, enfin, et être plus efficace, et ne pas construire de nouvelles usines tant que les existantes ne sont pas totalement exploitées. Voilà, à terme, avec l'amélioration du tri à la source et la modification des comportements, parce qu'effectivement, il va falloir prendre de nouvelles habitudes. L'optimisation de la collecte, le recyclage dépassera les 35%, la valorisation organique dépassera les 25%, et donc on aura moins recours à l'enfouissement et à l'incinération. Alors vous, les habitants des 4 communes, vous avez aussi un rôle à jouer en adoptant le tri à la source, en vous mettant à trier les biodéchets. Prenez ce réflexe, commencez en allant, je l'ai déjà dit, aller chercher des composteurs. Et puis, en faisant aussi des gestes simples, on parlait de prévention. Par exemple, quand vous achetez des gâteaux, quand vous faites vos courses, essayez de privilégier le vrac ou ce qui génère le moins d'emballage possible. Procurez-vous des autocollants stop pub à coller sur les boîtes aux lettres. On se rend compte que voilà, c'est beaucoup de papier en moins dans la poubelle. Voilà, on vous donnera plein d'autres conseils. On compte aussi sur Reste Ensemble pour attirer votre attention sur d'autres mesures comme ça à prendre. Et donc on demande aussi à nos élus de s'investir pour que ces propositions deviennent réalité, puisque d'autres communes ont réussi, pourquoi pas nous. Et donc le rôle de nos élus est majeur, puisqu'ils représentent à la fois les communes et ils sont élus au SICTOM. Donc on attend d'eux vraiment qu'ils prennent en considération ces suggestions qui sont juste du bon sens.